Bonjour à nouveau. Nous allons continuer avec les convertisseurs DA comme promis à la fin de la vidéo précédente. Tout d'abord, nous allons examiner différents types de convertisseurs DA. Dans ce qui suit, sans prétendre à l'exhaustivité, nous allons partir des types les plus simples pour aller vers des solutions plus complexes. Bonjour, c'est exact. Commençons. Par exemple, Gergely, il y a un convertisseur DA juste devant toi. Tu veux dire ce commutateur à bascule? Oui, c'est exactement ce que je veux dire. L'exemple le plus simple, auquel vous ne penseriez peut-être pas comme à un DAC au premier abord, est un interrupteur qui peut basculer sa sortie entre la masse et la tension de référence. C'est en fait un DAC à un bit et il est très simple à réaliser sur un circuit intégré. Mais regardons des DAC un peu plus sérieux. Le premier groupe est celui des DAC de type intégrateur. Ceux-ci sont réalisés à l'aide de la modulation de largeur d'impulsion, PWM, ou de la modulation de densité d'impulsion, PDM, et d'un filtrage analogique. Le premier de ceux-ci est le DAC basé sur la PWM. Le rapport du temps passé entre les deux positions de l'interrupteur décrit précédemment est déterminé par le signal numérique d'entrée sur une tranche de temps fixe. Un élément supplémentaire est un filtre passe-bas qui permet de moyenner la tension ou le courant de sortie. Dans de nombreux cas, le filtre passe-bas est le dispositif à contrôler. Par exemple, un moteur ou dans le cas d'une lampe LED, l'œil humain. La sortie PWM est disponible sur la plupart des microcontrôleurs avec un support matériel, mais peut être implémentée de manière limitée sur presque n'importe quel microcontrôleur par un ajustement logiciel d'une sortie numérique. Un autre type de DAC intégrateur est le DAC sigma delta, qui repose sur le suréchantillonnage. Ici, le principe de fonctionnement est très similaire à celui du DAC basé sur la PWM, sauf que cette solution utilise la PDM. C'est-à-dire qu'au lieu d'impulsion de largeur variable, il règle la sortie soit à 0, soit à 1 avec une fréquence fixe. L'avantage du DAC sigma delta est qu'il peut atteindre une haute résolution et une très bonne linéarité à un coût de production faible. C'est pourquoi les DAC audio sont généralement basés sur cette technologie. Le groupe suivant est celui des DAC à pondération binaire. Les DAC de cette catégorie possèdent des composants électroniques et des commutateurs séparés pour générer le signal proportionnel à chaque valeur binaire locale. Ces DAC ont un taux de mise à jour élevé, mais la production de versions de haute précision n'est pas simple en raison de la difficulté à produire les paliers proportionnels requis dans les circuits intégrés. Selon la manière dont le signal proportionnel est généré, plusieurs types de DAC appartiennent à cette famille. Par exemple, le premier est le DAC à résistance commutée. La figure montre un exemple de connexion d'un DAC à 3 bits. Les résistances associées à chaque valeur locale peuvent être connectées soit à la masse, soit au potentiel de référence selon la valeur d'entrée numérique, de sorte que la résistance résultante obtenue par les composants commutés en parallèle détermine la tension de sortie. Il existe également un DAC à condensateur commuté. La mise en œuvre est la même que pour un DAC à résistance commutée, sauf qu'ici, des condensateurs sont utilisés à la place des résistances. Le type suivant de DAC à pondération binaire est le DAC en échelle R2R. Vous pouvez le voir sur la figure. Comparé au DAC à résistance commutée, cette implémentation utilise des résistances de valeur R et 2R, dont le composant 2R est généralement réalisé sur les circuits intégrés avec deux résistances de taille R en série, comme indiqué par la marque rouge. Cela rend le DAC beaucoup plus facile à fabriquer et moins sensible à la précision de la valeur de la résistance R. Les commutateurs nous permettent de connecter les résistances à la masse ou au potentiel de référence. La valeur de tension appliquée à l'amplificateur opérationnel est obtenue en connectant les résistances en série et en parallèle. Par exemple, si seul l'interrupteur appelé MSB est connecté au potentiel de référence et les autres à la masse, la résistance équivalente des résistances situées en dehors de l'interrupteur MSB est de 2R, de sorte que la tension sur la branche positive de l'amplificateur opérationnel est exactement la moitié de la tension de référence. Cela peut sembler un peu difficile à comprendre au début, mais dessinez le circuit sur une feuille de papier et si vous réarrangez les résistances, cela deviendra peut-être un peu plus clair. C'est ce que j'ai fait. Le type suivant est le convertisseur numérique analogique, CNA, série cyclique. Il est très important de noter qu'il ne fait pas partie de la famille des DAC à pondération binaire, car dans un DAC cyclique, le résultat n'est pas obtenu en une seule étape, mais bit par bit. Les valeurs locales de l'entrée binaire sont transmises et les sorties correspondantes sont déterminées une par une. Regardons le schéma.
Le processus commence par la plus petite valeur locale. Lors de cette itération, n est égal à 1, ce qui sert à connecter soit une tension de référence, soit la masse à l'entrée sommatrice d'un amplificateur à gain de 0,5, de sorte que le nombre d'étapes de sommation soit égal au nombre de valeurs locales. La figure montre une architecture simplifiée de DAC ainsi que les étapes de conversion pour un code d'entrée sur 4 bits avec les valeurs de sortie pour chaque cycle d'horloge. Regardons cela de plus près. À gauche, vous pouvez voir le nombre numérique que nous souhaitons convertir en signal analogique. Ce nombre est 1011 en binaire, mais comme nous commençons la conversion par le LSB, la plus petite valeur locale, il sera 1101 dans l'ordre inverse. La tension V0, 1, 2, 3, 4 est toujours mesurée ici au symbole Vn. Il est important de noter que cette mesure est cruciale pour la détermination précise des valeurs dans le circuit. Initialement, le système est dans l'état par défaut, donc à l'itération 0, lorsque n est égal à 0, la tension est nulle. Donc V0 est égal à 0. Lorsque n est égal à 1, le bit vaut 1, donc la tension de référence, pour ainsi dire, arrive à l'entrée du circuit puis passe par l'amplificateur à gain 0,05, donc V1 est la moitié de la tension de référence. À la deuxième itération, le bit est à nouveau 1, donc la tension de référence arrive également à l'entrée du circuit. Notez cependant qu'à cause de la rétroaction ici, nous récupérons V1 sur l'autre branche, qui était V référence divisé par 2. Ainsi, V référence et V référence divisé par 2 de l'itération précédente arrivent ensemble à l'entrée de l'amplificateur. Lorsque l'amplificateur divise ces valeurs par 2, nous obtenons V2 qui est V référence divisé par 2 plus V référence divisé par 4. Mais à la troisième itération, le bit entrant est 0, donc rien n'arrive de l'entrée de gauche. Cependant, par le bas, depuis la branche de rétroaction de l'itération précédente, arrive V2, qui est Vref sur 2 plus Vref sur 4. Si l'amplificateur divise cela par 2, cela devient Vref sur 4 plus Vref sur 8. À la quatrième itération, un bit est à nouveau ajouté depuis la gauche, auquel s'ajoute le résultat de l'itération précédente de la même manière, puis l'ensemble est divisé par 2 comme lors des itérations précédentes. Cela nous donne V4, qui est égal à Vref divisé par 16 plus Vref divisé par 8 plus Vref divisé par 2. Ce sera le résultat de toute la conversion DA car il n'y a plus de valeur locale. Si vous additionnez ces fractions, vous obtenez 11 Vref sur 16, ce qui est correct, car si vous vous souvenez, notre nombre numérique en binaire était 1011, ce qui correspond exactement à 11 en décimale. Il est maintenant temps d'observer la conversion DA en pratique. Il est important de noter que nous allons utiliser un matériel différent de celui présenté dans le programme écrit sur le site web, mais vous pouvez obtenir cette carte Nucleo plus facilement, ce qui vous permettra d'essayer le programme que nous allons écrire ensemble chez vous. Sortons la carte de développement, qui est une Nucleo F446ZE. Que devons-nous savoir sur le convertisseur numérique analogique du microcontrôleur qui s'y trouve? En fait, il s'agit d'une Nucleo F446E équipée d'un microcontrôleur STM32F446E. Ce microcontrôleur sur la carte de développement contient deux DAC R à R indépendants avec sortie en tension. La conversion peut se faire en résolution 8 ou 12 bits selon le réglage, avec les deux canaux indépendants l'un de l'autre ou en mode synchrone. Les sorties peuvent être calibrées séparément et il est possible de commuter un signal triangulaire ou de bruit intégré à l'entrée du DAC. Les broches du DAC peuvent également être utilisées par d'autres périphériques, donc si vous souhaitez utiliser la fonction DAC, il faudra la configurer en conséquence. Le convertisseur peut être utilisé en accès direct à la mémoire, c'est-à-dire en mode DMA, ce qui peut réduire la charge du CPU du microcontrôleur. Sur cette figure, nous pouvons voir le schéma fonctionnel simplifié du DAC issu de la fiche technique du microcontrôleur. Les rectangles représentent les registres et les logiques, et les flèches indiquent la direction du flux de données. Les chiffres entre crochets, comme crochet 3.0, indiquent quel bit du registre est adressé. Le X à la fin des noms indique que les bits pour chaque canal se trouvent séparément dans le microcontrôleur, mais ne sont représentés qu'une seule fois sur la figure pour simplifier. Regardons maintenant chaque élément individuel du schéma fonctionnel séparément. Le premier est le registre de contrôle du DAC, bien sûr. Les canaux sont contrôlés via ce registre.
Les 16 bits de poids faible du registre 32 bits sont attribués au canal 1 et les 16 bits de poids fort sont attribués au canal 2. Cela vous permet d'activer certaines fonctions du canal, le DMA, le déclencheur et le générateur de signaux intégrés. Le sélecteur de déclenchement transmet la condition de déclenchement définie dans le registre de contrôle à la logique de contrôle. La conversion peut être déclenchée par le compteur, un signal externe ou par logiciel. Si ces options de déclenchement ne sont pas utilisées, les sorties du DAC seront mises à jour à chaque cycle d'horloge, mais avec n'importe quelle option de déclenchement, cela ne se produira que tous les 4 cycles d'horloge. Regardons maintenant le registre de maintien des données, ou DHR pour faire court. Ce registre est utilisé pour écrire la valeur d'entrée numérique de la conversion du DAC. Selon le réglage, il accepte un nombre de 8 ou 12 bits alignés à gauche ou à droite. Un peu plus bas, ici, vous pouvez voir le registre de sortie des données, ou DOR pour faire court. Il n'est pas accessible en écriture directe, mais est géré par la logique de contrôle. Ceci sera l'entrée du convertisseur numérique analogique. Voici la logique de contrôle au centre. Elle contrôle le DAC en fonction de la configuration écrite dans le registre de contrôle. Elle est également responsable de la gestion des requêtes DMA et des interruptions, ainsi que du transfert des données du DHR vers le DOR. La logique de contrôle génère également le signal pour le générateur de signaux intégrés. Et voici le convertisseur numérique analogique en bas. Les sorties du DAC peuvent être mises à jour indépendamment ou simultanément. Pour augmenter encore la précision, il est également possible d'utiliser une tension de référence externe via la patte vref+. En fonction de l'entrée numérique du DAC, la sortie analogique peut être calculée à l'aide de la formule suivante. La tension de sortie, V sortie, est égale à la valeur d'entrée numérique, c'est-à-dire le registre DHR, multiplié par vref, le tout divisé par 2 à la puissance n-1, où n est le nombre de bits. À partir de cela, nous pouvons calculer la valeur d'entrée nécessaire pour obtenir une tension analogique de 1 volt en sortie. Avec une résolution de 12 bits et une tension de référence de 3,3 volts, la formule est la suivante. La valeur d'entrée numérique, c'est-à-dire le registre DHR, est égale à la tension de sortie multipliée par, entre parenthèses, 2 à la puissance n-1, le tout divisé par vref. Dans ce cas, cela revient à 1 volt multiplié par 4095 divisé par 3,3 volts, ce qui donne 1240,9. Puisque seuls des entiers peuvent être écrits dans le registre, la valeur entière la plus proche pour une sortie de 1 volt est 1241. Donc c'est cette valeur qu'il faut charger dans le DHR. Essayons le convertisseur DA en pratique. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que cela n'arrivera malheureusement que dans la toute prochaine vidéo à venir très bientôt. Cependant, ce sera la partie la plus intéressante du chapitre, alors restez avec nous. C'est ça. À bientôt à tous. Au revoir.